Il est 8h36, notre invité Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Claude Mailly, tout à l'heure, je recevais sur RMC Raquel Garrido, qui est l'oratrice de la France Insoumise, et qui me disait « Nous voulons faire tomber le gouvernement ». Est-ce que votre objectif, c'est de faire tomber le gouvernement? Non, écoutez, moi je fais du syndicalisme, je fais pas de la politique. Bon, chacun son rôle, chacun son rôle. Non, mais à propos de cette réforme du Code du travail. Non, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ça fait 3 mois. Oui. C'est 3 mois de discussions intenses. Et une négociation, alors, juridiquement, c'est une concertation, il n'y a pas de signature à la fin, mais ça ressemblait beaucoup à une négociation. Moi, j'avais demandé au président de la République, quand il nous a reçus juste après son élection, il voulait au début aller vite, etc. J'ai dit non, il faut une vraie concertation. Est-ce qu'elle a eu lieu? Oui, mais je l'ai toujours dit. Il y a eu une vraie concertation intense. Vous êtes satisfait donc de la méthode? De la méthode. Oui, la méthode. Et Raquel Garrido disait... Puis je vais l'oublier, on fera tomber Macron parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Alors, il y a une frustration des députés. Travail. Il y a une frustration des députés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont uniquement, ça c'est les ordonnances, ce sont les ordonnances, ils se sont prononcés, eux, sur le projet de loi d'habilitation. En fait, syndicalement, on avait plus d'informations parce que nous, on était parallèlement en concertation avec le gouvernement. C'est le gouvernement et les syndicats qui ont négocié cette loi. La concertation a été intense. Syndicat et le patronat. Est-ce que c'est mieux comme système, comme formule? La formule des ordonnances, moi, peu importe, moi, c'est le contenu qui compte. Le contenu. C'est le contenu, voilà. Donc ça fait 3 mois de bagarre. Aussi d'ailleurs. 3 mois de bagarre, enfin, c'était pas violent, mais je veux dire 3 mois de discussion serrée, non-stop, pendant 3 mois. Est-ce qu'on peut dire merci Est-ce que les patrons peuvent dire merci au gouvernement? Pour certains points, oui. Moi, j'ai encore des points de désaccord. Oui. Mais les salariés ont des points aussi. Enfin, c'est pas un truc univoque. Donc elle est équilibrée, cette réforme. J'irai pas jusque là parce que il y a des points encore lourds sur lesquels on a des oppositions. Je vais pouvoir. En fait, moi, je dis toujours, sans ce genre d'affaires, je mets toujours 3 colonnes. Ce qu'on obtient nous, ce qu'on a évité. Et ce sur quoi on est toujours en désaccord. Paris sur les 3 colonnes. Ouais, tout à fait. Elles y sont les 3 colonnes. Bon, voilà, les 3 colonnes. Oui. Alors, on va prendre les 3 colonnes. Oui. Mais tout de suite, Jean-Claude Mailly, vous avez dit que vous ne manifesteriez pas le 12 septembre avec la CGT contre cette loi. D'abord, pourquoi? Tout simplement parce que le vrai combat, il a eu lieu pendant 3 mois. Ça fait 3 mois de discussions intenses où on a fait bouger des choses, on n'a pas tout fait bouger, ils ont tenu compte, ils n'ont pas tenu compte. Ça a été du non-stop pendant 3 mois. Les équipes n'ont quasiment pas pris à FO de vacances, par exemple, cet été. On a bossé. C'est là qu'il fallait faire c'est pas quand le match est fini qu'il faut faire une manif. Parce que là, le match, le timing, c'est quoi maintenant? 22 septembre, Conseil des ministres, dans la foulée, les ordonnances sont publiées. Donc le 23, vous n'appelez pas les militants Force Ouvrière à descendre dans la rue aux côtés de la France Insoumise? Ah bah non, par définition, on n'appelle jamais une manifestation politique. Par définition. C'est vrai. Mais... Pourtant, Jérôme, qui est routier en Gironde, est l'un de nos auditeurs, il est adhérent Force Ouvrière depuis 20 ans. Voilà ce qu'il vous dit. Vous ne nous avez pas consultés avant de parler devant les médias. Vous n'avez pris que des décisions personnelles. La base de Force Ouvrière est en train de s'organiser contre la réforme. Non, écoutez, il y a Force Ouvrière, je suis pas un PDG, moi, je suis mandaté. Il y a un bureau confédéral qui a la responsabilité. Toutes ces décisions ont été prises, pas par moi, je peux pas prendre une décision tout seul, par le bureau confédéral, de manière unanime depuis le début, sur le comportement, etc. Après, les instances de Force Ouvrière se réuniront. Alors, ils n'ont pas tous les éléments. Ça y est, on va pouvoir donner les éléments. Quand vous êtes en négociation ou en discussion, en concertation, vous ne pouvez pas tout mettre sur la place publique. C'est pas possible. Je vous dis ça parce que la loi El Khomri, vous avez fortement contesté la loi El Khomri, et vous contestez moins cette loi. En quoi elle est différente? À la fois sur la loi El Khomri, c'était d'ailleurs pas elle, c'était plus au-dessus que ça bloquait, mais peu importe. La loi El Khomri, on a découvert dans les journaux. Le premier texte, et après il y a quasiment pas eu de concertation, c'était pour la galerie d'une certaine manière. Et donc on a été écouté sur rien. Là il y a eu une vraie concertation, je peux dire, sur toute une série de points, ça on a obtenu ça on a évité ça. Et puis il y a les points effectivement où on n'a pas obtenu satisfaction, et c'est plus le patronat qui a obtenu satisfaction. Alors ça fait pas un ensemble équilibré, puis j'ai pas à dire c'est bon ou c'est pas bon. Ce que je considère, c'est que pendant 3 mois, on a fait notre travail syndical normal. Oui, Jean-Claude Mailly, dans les petites entreprises, moins de 50 salariés, le chef d'entreprise pourra discuter, négocier avec un représentant salarié non syndiqué. Alors, dans les moins de 10, les toutes petites entreprises, là, on va négocier dans les branches, au niveau national, ce qu'on appelle des accords types, que les entreprises pourront
utiliser ipso facto. Si elles veulent changer telle ou telle chose, faudra qu'elles discutent avec leurs salariés. Comment ça se passe aujourd'hui dans ces entreprises? C'est-à-dire que donc il n'y a pas de grand changement. On officialise une pratique. Ce qui se passe, une pratique. Et deuxièmement, après, entre 11 et 50 salariés. Oui. Là, aujourd'hui, théoriquement, il y a des délégués du personnel obligatoires, mais c'est pas partout. Oui. Donc là, s'il n'y a pas de délégué syndical, s'il n'y a pas de délégué mandaté, s'il y a des délégués du personnel, donc élus, l'employeur pourra discuter avec un délégué du personnel élu sous certaines conditions. Mais il ne sera pas forcément syndiqué. Pas obligatoirement syndiqué. À nous de faire le boulot aussi pour qu'il soit syndiqué. Voilà. Bon, là, par contre, il y a un problème qu'ils nous ont mis en dernière minute. C'est entre 11 et 20. Entre 11 et 20 salariés, l'employeur pourra dire demain, et ça on n'est pas d'accord, c'est un point lourd d'ailleurs, l'employeur pourra questionner ses salariés, il avait 9 salariés, il passe à 12. Théoriquement, il doit faire des élections. Il va dire à ses salariés, est-ce qu'il y en a un qui est d'accord pour être délégué du personnel? S'il y en a un qui dit, oui monsieur, moi je suis d'accord, discute avec les syndicats extérieurs pour mettre en place ces élections. S'il dit, ah ben non, il y a personne n'est d'accord, il pourra faire comme dans les moins de 10. C'est-à-dire discuter directement. Là, on n'est pas d'accord. Jean-Claude Mailly, finalement, au-dessus de 50, c'est donner la possibilité aux chefs d'entreprise d'organiser des référendums dans l'entreprise. Avec le délégué du personnel, c'est pas un référendum, c'est une négociation. Oui. Mais ils consulteront. Bon. Et puis il y aura une vérification de conformité de l'accord, pour voir que si c'est conforme au texte. Et au-dessus de 50 salariés, là, on a obtenu que ça reste du domaine des organisations syndicales, la négociation. Je rappelle que le patronat voulait que ce soit 300. Et ça a été exclu pour nous. Et ça, on l'a obtenu. Bien. Est-ce que les PME, TPE sont plutôt favorisées par ce texte? Alors, c'est un texte, notamment sur ces questions-là, qui, pour une fois, favorise plus les petites entreprises que les grosses. Oui. Plus de souplesse pour elles. Oui, en ce sens où il va y avoir des accords types, mais ça c'est bien, dans le cadre de la branche, mais il y a un petit peu plus de souplesse pour elles. Oui. Un peu plus de souplesse. J'espère que si ça a un effet. Je pense pas que ça... Est-ce que ça aura un effet sur le chômage? Ça peut avoir un seul effet, c'est si ça débloque psychologiquement des chefs d'entreprise. Voilà, c'est plus pour moi, c'est plus un déblocage. On verra s'il y a lieu psychologique ou positivement. Ça peut, oui. Écoutez, c'est pas un problème à condition qu'on respecte les organisations syndicales et notamment ce qu'on voulait pas, c'est que dans les entreprises plus importantes à partir de 50, sauf que ce soit les syndicats qui négocient. Bien, oui. Finalement, dans les entreprises de plus de 50, la réforme ne change pas grand-chose. Franchement, ça change beaucoup pour les petites entreprises. Plus pour les petites que pour les grosses. Exactement. En ce qui concerne la barémisation des indemnités, pas des indemnités de licenciement, des indemnités au prud'homme. Oui, alors d'abord on obtient l'augmentation de l'indemnité légale de licenciement. Oui, on plus 25%. C'est pas assez pour nous. Mais ça touche, si on regarde les statistiques actuelles, ça touche 1 million de personnes, tous les salariés par an, tous les salariés qui sont licenciés ou qui ont une rupture conventionnelle. Oui. Alors après, ce qu'on appelle le barème, c'est uniquement dans un cas, c'est ce qu'on appelle les dommages et intérêts. C'est le licenciement dit abusif. Là au départ, il y avait uniquement un plafond. Nous, on a exigé un plancher. Il y en avait un avant, mais il s'appliquait pas à tout le monde. Le plancher est insuffisant pour nous, je le dis clairement, mais il existe. Il est à 3 mois. Il était à 6 mois avant, pour les plus de 2 ans. Mais vous allez pouvoir le négocier? Ah non, ça c'est déjà dans les textes. C'est déjà annoncé. Dans le texte. C'est déjà annoncé dans les textes. Donc ça c'est insuffisant. Par contre, on a obtenu que, y compris dans les TPE, là où il n'y avait pas de plancher, il y a un plancher qui sera grosso modo d'un mois et demi. C'est insuffisant, et on a obtenu une chose dont on parle pas beaucoup pour le moment, c'est que sur le plafond, il y a beaucoup de cas de dérogation possibles par le juge. Oui, j'ai vu ça. Voilà, c'est harcèlement, discrimination, non-respect de toute une... Ça veut dire que, ce que j'avais indiqué d'ailleurs, si on obtient des dérogations, les avocats et les conseillers vont aller sur ces dérogations. C'est étonnant, parce que vous défendez cette réforme. Ah non, je défends pas tout ça. Non, parce qu'il y a des points... Non, j'ai cru que vous défendiez cette réforme. Non, il y a le point... Non, je défends pas la réforme, j'essaie d'être objectif. Vous êtes devenu le syndicat le plus réformateur de ce pays. Non, il réformiste depuis tout le temps, mais ça dépend des conditions. Bon, là, on a été en situation... La CFDT, j'ai vu, même dans les réactions. Ils peuvent avoir la CFDT n'est pas d'accord sur d'autres points, etc. Ou regrette qu'il n'y ait pas d'autres points. Ça, c'est leur problème. Il faut leur poser la question. Mais par exemple, il y a un point qui est problématique. J'ai parlé des 11-20, ça, on a un désaccord de fond. Il y a aussi le fait que dans certaines entreprises, maintenant, on va pouvoir négocier les primes par des accords majoritaires. Donc, il faut savoir que la logique, qui est une logique qui date de 2008, de dire maintenant tous les accords dans les entreprises vont devoir se faire à plus de 50%. Il y aura une conséquence, vraisemblablement, qu'il y aura moins d'accords dans une première période. C'est beaucoup plus dur d'avoir un accord à 50%. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est toujours la branche qui s'imposera. Puis il y a aussi un autre problème que nous avons soulevé,
ça c'était une demande du patronat, ce qu'on appelle le droit à l'erreur à l'occasion d'un licenciement. Alors, si c'est un problème de forme, l'employeur qui a oublié une virgule, bon, là, on a dit oui, ça paraît logique. Oui, ça paraît logique, il y aura un document qui évitera les erreurs. Bon. Par contre, il y a une ambiguïté. L'employeur pourrait éventuellement, si j'ai bien compris, modifier les motifs du licenciement. Et ça pose un problème. Et ça, juridiquement, on est prêt à attaquer. Je rappelle que des accords sont signés sans cesse dans les entreprises en ce moment. 36 000 par an. Et que la CGT, par exemple, signe 85% de ces accords. Dans les entreprises, oui. Vous aussi, d'ailleurs. Vous signez la majorité des accords. Oui, tout à fait. Il ne faut pas croire que le dialogue social est bloqué en France entre les salariés et les chefs d'entreprise. Il y a les accords interprofessionnels, les accords nationaux et les accords d'entreprise. Et on a obtenu, ça c'est important, que la branche continue à avoir un rôle important. Alors, la branche, notamment à propos des CDD. Oui, alors, parce qu'au début... Les CDD, aujourd'hui, ce sont les branches qui vont, pas pour tout, mais les branches vont avoir un rôle important dans les CDD. Durée des CDD, renouvellement des CDD. Voilà, ça va être là-dessus essentiellement, parce que au départ, le gouvernement voulait que les CDD se discutent entreprise par entreprise. Ça, c'était exclu. Enfin, bon, ça, on a obtenu donc deux choses, que le motif de recours au CDD, pourquoi vous faites appel à un CDD. Et la prime de précarité en tant que telle, c'est toujours dans la loi. Donc après, ce sera une négociation qui pourra pas être dans l'entreprise, qui pourrait être dans la branche. Alors si on est favorable à la négociation collective, ce qui est le cas de Force ouvrière, il y a la négociation dans la branche, après d'arrêter les conditions. Où on fait confiance à la négociation, ou on fait pas confiance à la négociation. Voilà. Donc, mais il y a des cas qui seront discutés dans les branches. Oui. Bon. Il y a aussi un point dont on a peu parlé, c'est le télétravail. Oui, qui devient un droit. C'est un droit au télétravail, et puis on règle un problème au passage, mais ça on avait une discussion, tous les syndicats et le patronat qui étaient d'accord là-dessus d'ailleurs, quelques temps avant la loi, et on a obtenu que, notamment toutes les questions liées, qui étaient ambiguës jusque maintenant, que se passe-t-il si vous êtes en télétravail et que vous avez un accident? Est-ce que c'est un accident du travail ou pas? Donc ça on le règle juridiquement, et c'est important. Donc ce sera un accident du travail? C'est considéré comme un accident du travail, oui. Et puis on préserve le volontariat du télétravail, ça c'est partie des points. Et les entreprises devront justifier un refus de télétravail. Tout à fait. Donc ça, c'est une avancée. C'est une avancée pour les salariés, oui. Bon, les ruptures conventionnelles collectives, ça ne vous fait pas peur? Ça, on est en train de regarder précisément. C'est ce qu'on appelle, en fait, ils n'ont pas voulu appeler, c'est des plans de départ volontaires qui existent aujourd'hui. Ils veulent les distinguer des PSE. Voilà, des plans sociaux. Donc là aussi, ça fait partie de la négociation. Et là, les équipes sont en train de creuser le dossier, voir s'il y a des loups sur cette affaire. Le licenciement économique, une multinationale. Oui, ça, c'est pas complètement réglé. Ces difficultés économiques sont en France, mais ailleurs dans le monde, ça va très bien. Elle pourra quand même demander un plan social. Alors, la réalité, c'est quoi aujourd'hui? Théoriquement, fermé ou licencié. Quand une multinationale ferme ou fait un plan social dans une de ses filiales en France, théoriquement, on doit avoir la situation financière du groupe au niveau multinational. Il faut s'accrocher pour l'avoir, pour avoir la situation. Bon, on l'a pas toujours. Donc, des fois, ce sont des procès, exemple Molex, Goodyear, etc., qui durent 3-4 ans. Par contre, ce qu'on demande, alors on l'obtient, mais insuffisamment. Ce qu'on demande, c'est l'entreprise qui, volontairement, mais 2 ans avant, prépare la fermeture d'une filiale. Assèche financièrement la filiale, avec des techniques de prix de transfert, de fiscalité, etc. Et au bout de 2 ans, on dit, il n'y a plus d'argent, on ferme. Donc nous, on demande que si on apporte la preuve que ça a été organisé, que c'est une faillite ou une fermeture qui était programmée, que le juge puisse sanctionner très rapidement. Alors, c'est du pénal, mais le problème, c'est la durée des jugements. Et là, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que cette loi favorise le développement des négociations dans les entreprises? On verra. Je pense même, Jean-Jacques, que dans un premier temps, il y en aura moins. Parce qu'il y aura des accords à 50%, et c'est beaucoup plus dur d'ouvrir un accord à 50 qu'à 30. Est-ce que cette loi va faire reculer le chômage de masse? J'en suis pas du tout convaincu. J'en suis pas du tout convaincu. Je pense que la question de l'emploi, c'est moins lié à une question de code du travail que d'activité économique, etc. Oui. Je suis pas convaincu de ça. Vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que c'est un recul social important? Non, il y a des reculs dans cette loi, il y a aussi des avancées. Non, moi, c'est pas la place du Code du travail. Non. Le Code du travail n'est pas cassé. Le modèle en tant que tel, ce qu'on appelle, le modèle social n'est pas remis en cause. Il y a des brèches qui sont ouvertes, c'est clair. Mais il y a aussi des. Tenez. Mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez devenu si constructif quand même? Vous étiez si opposé à la loi El Khomri. Qu'est-ce qui a fait? L'année dernière, quand j'allais voir le gouvernement, d'inversion des normes. Non, on préserve la branche.
Oui. Et puis là, il y aura négociation. Non, bah oui, c'était la première chose que j'ai dit au gouvernement. S'il y a inversion, si vous supprimez la branche, c'est tout de suite on arrête les discussions. Ouais. Donc on a commencé par discuter de ça. Hein, mais c'est aussi parce que le contexte, quand je dis le contexte, la manière de faire était différente. L'année dernière, quand je faisais des propositions, des contre-propositions, j'ai l'impression que pouf, ça passe à la poubelle tout de suite. Jamais eu de discussion loyale l'année dernière. Là, on a eu une vraie discussion. Après, chacun prend ses responsabilités. Ben, évidemment. Voilà. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres réformes qui sont en préparation, importantes. Oui. Assurance chômage, formation et retraite. Oui. 3 énormes dossiers. Oui. Est-ce que vous demandez une concertation semblable? Ah oui, une même manière de procéder. Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait faire autrement que de dire c'est une façon de préempter l'avenir, quoi. Oui, c'est aussi une façon de dire sur l'assurance chômage. Alors, ce sera pas des ordonnances, mais il va falloir discuter avec nous et discuter sérieusement. Il va falloir nous entendre, pas surtout, bien sûr, comme toujours, mais après on verra la solution. Quels sont les points incontournables pour vous sur l'assurance chômage? Écoutez, l'assurance chômage, par exemple, ils veulent faire un système unique d'assurance chômage. Oui. Bon. Question des démissions, comment on finance? Est-ce que c'est une bonne idée? Les indépendants qui auraient accès à l'assurance chômage. Beaucoup d'indépendants disent, bah oui, mais nous, on veut pas payer. On peut pas payer. Et puis nous, d'autres disent, bah oui, mais nous, on a déjà notre propre assurance. Donc c'est pas réglé, tout ça. Et la gestion paritaire du système. L'accès au droit au chômage pour les démissionnaires et les indépendants, ça vous plaît ou pas? Oui, mais qui va payer? Qui va payer? C'est l'État qui va prendre en main. Attendez, dans le contexte budgétaire, comment il fait? Je sais pas ça, moi. Comment il fait? Ils veulent supprimer, et ça on est opposé, ils veulent supprimer la cotisation salariale pour remplacer par la CSG. Ça veut dire que on remet en cause le mode de financement du système. Donc c'est l'État qui prend plus la main, la CSG c'est un impôt. Hein, même si aujourd'hui pour l'emploi c'est l'État, faut pas se faire d'illusions, c'est plus nous. Bon, mais nous on tient, quand je dis nous, c'est l'ensemble des syndicats et l'ensemble du patronat à continuer à avoir une gestion paritaire concernant les salariés. C'est un point de... Ah ça c'est un point dur, oui. Ah oui, pour nous c'est un point dur. Ah oui, ça c'est un point dur. Demandez à continuer à gérer l'assurance chômage. Pour ce qui concerne les salariés. Pour ce qui concerne les salariés, oui. Bah, là, vous dites non au gouvernement. Ah bah non, ça faut regarder. Ah oui, parce que c'est lié à la fois au mode de financement du système. Ça peut vous faire descendre dans la rue. Ah bah moi je n'exclus rien. Par définition. Non, moi j'ai tout le monde. Mes amis rigolent parce que j'ai tout là. Attendez, camarade, une chose à la fois. Donc là, on est sur le code du travail. Maintenant, on va commencer sur l'assurance chômage. Mais on commençait à travailler, bien entendu, et ça va démarrer rapidement le chantier. Mais je sais, c'est pour ça que je vous en parle, Jean-Claude Mailly. Regardez, quand je dis que c'est une vraie discussion, il y a une revendication de Force ouvrière qui date de 2008, ça fait presque 10 ans, qui est retrouver la liberté pour le syndicat de désigner son délégué syndical. Tous les gouvernements successifs depuis 10 ans l'ont refusé. Là, je l'obtiens. Enfin, quand je dis Force ouvrière l'obtient. Ben voilà, ça, c'est une vieille revendication. Voilà. Alors c'est comme tout, quand vous discutez, il y a des choses que vous obtenez et il y a des choses que vous n'obtenez pas. Il y a aussi un point important, c'est qu'on va permettre à un salarié de se former pour devenir délégué syndical. Ça fait partie, il y a un rapport qui a été fait, ça fait partie de la reconnaissance d'un parcours syndical, il y aura de la formation possible, etc. Oui. Est-ce que c'est un pas vers un syndicalisme à l'allemande? Non, on en est loin encore. Non, parce que les systèmes sont très différents. Moi, je ne juge pas, chaque pays a son histoire, mais les systèmes sont très différents en Allemagne. En Allemagne, il y a un gros syndicat, il y en a d'autres aussi, mais par exemple, en Allemagne, celui qui arrive en tête, il y a que lui qui discute et qui négocie. Voilà, ça n'a rien à voir avec notre système, quoi. Oui, et c'est pas bien. C'est le système allemand. En Allemagne, je rappelle qu'il y a que la moitié des salariés couverts par une convention collective aujourd'hui. Nous, on est à 95%. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir sur RMC et BFM TV. Il est 8h55. Et dans le journal de 9h sur BFM TV, c'est la rentrée, celle des enseignants qui regagnent les établissements en ce moment. On ira voir comment ça se passe au collège et aussi en primaire, notamment en CPE, vous le savez, se mettent en place les classes à 12 élèves en zone difficile. À tout de suite.